reprend sur le petit 2. Alors là, c'est après avoir montré que l'analyse de Marx des classes sociales était particulièrement pertinente pour décrire le monde ouvrier ou le monde social durant les Trente Glorieuses. On va voir que cette analyse perd de sa pertinence à partir des années 1980, à la faveur de ce que l'on a appelé après un processus dit de moyennisation. D'accord? Donc, on va expliquer c'est quoi ce processus de moyennisation, en quoi est-ce qu'il remet en cause l'analyse de Marx, et on va aussi évoquer la théorisation d'un autre sociologue postérieur à cette analyse, qui s'appelle Henri Mandras, avec, on va voir, la théorie de cosmographique de la société. Alors, donc là, il y a pas mal d'idées, donc on va vraiment se concentrer sur, on va dire, le plan, d'accord? Le détail des arguments, des exemples, bon, on passera très vite, mais c'est juste que vous voyez la logique, parce que finalement, voilà, on peut vite s'embrouiller. Donc le but, c'est de bien comprendre le fil conducteur du truc, parce que, voilà, j'ai réfléchi longuement pour pas mélanger les choses trop. Donc ce serait dommage que vous passiez à côté du fil conducteur de tout ça. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a un processus de moyennisation durant les Trente Glorieuses. Alors ce qui est un peu paradoxal, puisque on vient de dire que les classes sociales étaient particulièrement adaptées pour l'analyse des Trente Glorieuses. C'est vrai, mais disons que pendant les Trente Glorieuses, la population française a connu un certain nombre de transformations, notamment d'amélioration du niveau de vie, du niveau scolaire, qui font qu'au bout de 30 ans, la société a changé et on aurait plutôt affaire à une société plutôt moyennisée, qui du coup ressemble moins à l'analyse de Marx. Vous voyez, c'est ça la différence. Il faut bien comprendre que durant les Trente Glorieuses, ça marche, mais ça marche de moins en moins l'analyse de Marx, puisqu'à la fin, on a une société où les écarts entre les classes sont beaucoup moins nets, beaucoup moins importants. Alors, quelles sont les idées et dans quel ordre on va les aborder? Donc, vous voyez, j'ai mis des petits A, des petits B pour que vous voyez comment on procède. Donc, première chose, ça consiste à dire que la vision de Marx perd de sa pertinence parce qu'en fait, durant les Trente Glorieuses, notamment dans le monde ouvrier, il y a une diminution de ce qu'on appelle les écarts interclasses. Ça veut dire qu'avant, les classes sociales, elles étaient séparées parce qu'elles avaient des différences objectives. Elles avaient des écarts en termes de revenus, en termes de mode de vie, en termes d'éducation, en termes même de lieu de vie. Il y a des écarts géographiques, les gens n'habitent pas dans les mêmes endroits. Bon. Donc il y a une diminution en fait des écarts interclasses durant les Trente Glorieuses, ce qui font que les classes elles sont de moins en moins séparées puisque elles se rapprochent en fait. Les écarts se réduisent entre les classes sociales. Et en même temps, il y a un phénomène concomitant qui est qu'à l'intérieur même des classes sociales, il y a une hausse de ce qu'on appelle les écarts intra-classes. Ça veut dire qu'à l'intérieur même des classes sociales, c'est de moins en moins homogène. Les gens se ressemblent de moins en moins à l'intérieur de la classe sociale. C'est beaucoup plus hétérogène. Sauf que pour faire une classe sociale, il faut que les gens qui sont dedans aient des points communs et se ressemblent. Là, ils se ressemblent de moins en moins. Donc ça casse la lecture en termes de classe sociale. Si on a deux classes qui se rapprochent, et à l'intérieur de ces classes, des gens qui se ressemblent de moins en moins. Donc ça, c'est le premier point qu'on va aborder dans le A. C'est donc de quelle manière les différences entre les classes s'amenuisent-elles et de quelle manière il y a une hétérogénéité qui monte à l'intérieur des deux classes que sont la bourgeoisie et la classe ouvrière. Donc, dans un petit b, donc le A, c'est la remise en cause en fait des classes en soi. On tourne toujours autour des deux mêmes idées, hein, puisque c'est Marx qu'on mobilise, soit pour le critiquer, soit pour dire qu'il a raison. Donc là, il s'agit de remettre en cause l'idée qu'il y ait des classes en soi à partir des années 80. Le petit b, ça va être montrer qu'il y a une remise en cause du critère de classe pour soi. Et comment est-ce qu'on remet en cause l'idée qu'il y a des classes pour soi? Il s'agit de montrer qu'il n'y a plus de conscience de classe. Que chez les ouvriers, par exemple, ils n'ont plus de conscience de classe. Ils n'ont plus le sentiment de faire partie du groupe des ouvriers, que leur culture est plus du tout spécifique, qu'ils sont une espèce de classe moyenne, ils ne savent plus où ils sont, quoi. Voilà. Donc c'est ça qu'on montre dans le B, il n'y a plus de classe pour soi, et donc ça remet en question encore plus l'analyse de Marx, ou la pertinence de l'analyse de Marx en termes de classe sociale pour la société des années 80-90. Du coup, vu que la société s'est transformée durant les Trente Glorieuses,
et que Marx est de moins en moins pertinent, il faut bien trouver une autre théorisation, une autre manière de rendre compte de la société française et du monde social français durant cette période. C'est ce que propose Henri Mandras dans un petit C, qu'on va aborder dans un petit C, où lui, il décrit la société non plus en termes de classe sociale, mais en termes de constellation. Il a une vision qu'on appelle cosmographique, c'est-à-dire que la société n'est plus binaire, ouvrier, bourgeois. C'est une société où il y a des espèces de groupes comme ça, dans une espèce comme des constellations dans l'espace, qui ne sont pas hiérarchisées, qui ne sont pas en conflit. Voilà, une vision très différente de celle de Marx. Et dans un petit D, on verra qu'il y a d'autres facteurs d'identification, c'est-à-dire que les gens, il y a quand même des groupes dans notre société, hein, mais ils se revendiquent plus de l'appartenance ouvrière ou bourgeoise, vraiment. Ils se rattachent à d'autres critères qui font plus sens pour eux désormais. Donc, ok, j'en dis pas plus, vous lirez. Donc bah là du coup je passe très vite puisqu'on a expliqué la logique du plan, hein. Donc remise en cause des classes, des classes en soi, donc la moyennisation de la société. Donc, euh, donc là c'est la phase de ce qu'on appelle la déprolétarisation, c'est-à-dire que les ouvriers, à force que leurs conditions de vie s'améliorent, eh ben, ils sont de moins en moins ouvriers. Puisque l'une des caractéristiques des ouvriers, c'est d'être pauvre, de vivre dans des conditions difficiles. Bah, plus les ouvriers, on va dire, s'embourgeoisent, hein, ça a été employé ce terme, l'embourgeoisement des ouvriers, plus ils se déprolétarisent, sont de moins en moins des prolétaires, et bien, bah, moins ce sont des ouvriers. Donc moins ce sont des classes ouvrières au sens de Marx. Donc vous lirez tout ça, on explique en gros comment leurs conditions de vie s'améliorent. Ensuite, alors ça c'est les conditions de rémunération, hein. Vous voyez, c'est un AEI au carré. Donc là, c'est les conditions de rémunération qui s'améliorent. Ensuite, c'est les conditions de vie. Donc le deuxième sous-argument, la sous-affirmation, c'est amélioration des conditions de vie. Les ouvriers accèdent à des loisirs, les vacances par exemple. Avant, ça n'existait pas. Ils partent en vacances à la mer. Voilà, ils achètent des trucs qu'ils ne pouvaient pas acheter avant, machine à laver, frigo, voilà. Donc ils ont des loisirs qu'ils n'avaient pas avant, des loisirs que partagent même d'ailleurs certains membres de la bourgeoisie, comme l'exemple typique du barbecue, hein. Donc ça, vous pourrez lire, c'est Mandras qui évoque cet argument, que finalement, peu importe la classe sociale, on fait les mêmes choses, on aime bien faire des barbecues quand il fait beau. Euh, donc voilà. Ensuite, deuxième transformation, ça c'est très important, deuxième caractéristique de la moyennisation. Là, on vient de voir la moyennisation en termes de niveau de vie et de loisirs. Là, c'est la moyennisation en termes culturels, c'est-à-dire qu'avant, les ouvriers, bah, ils se caractérisaient aussi par une absence de niveau d'études, un niveau culturel assez faible. Eh bien, grâce à certaines transformations, notamment au niveau de l'école, eh bien, les ouvriers et la bourgeoisie se rapprochent en termes culturels. Ils vont partager une culture moyenne, d'accord? On parle de moyennisation culturelle. Donc ça vient d'où cette moyennisation culturelle? Eh bien ça vient notamment du volontarisme scolaire, c'est-à-dire l'État prend très au sérieux l'idée d'éduquer les masses et veut faire en sorte que même les ouvriers, les enfants d'ouvriers, les prolétaires, ils aillent à l'école. Ou en tout cas, ils aillent longtemps à l'école, puisque l'école est obligatoire depuis les lois Ferry de début du 19e siècle. Donc il y a un certain nombre de réformes qui sont mises en place pour favoriser l'accès à l'école et aux études des enfants d'ouvriers. Donc forcément, si les enfants d'ouvriers font des études et les enfants de bourgeois aussi, eh bien, ils ont un niveau culturel qui se rapproche. Donc il y a une moyennisation culturelle qui réduit les écarts entre les classes sociales, qui les réunissent plutôt dans une espèce de culture moyenne. Ensuite, donc ça c'était les réductions des inégalités interclasses. Tout ça c'était interclasses. D'accord? Et les classes sociales se rapprochent pour en former qu'une, du point de vue des niveaux de vie et de la culture. Donc, bah, il n'y a plus de classe, du coup, si elles se réunissent en un seul truc moyen. Ensuite, je vais aller encore plus vite. Sur ce point, il y a la réduction comment dire, des écarts intra-classe. Là, c'est ce que je disais en introduction sur la montée de l'hétérogénéité à l'intérieur de chaque classe. Pour aller très vite, les ouvriers, avant, ils se ressemblaient en tant qu'ouvriers. Ils avaient les mêmes types de jobs, les mêmes activités. Là, il y a
être ouvrier, ça va plus être quelque chose d'homogène. Il y aura plusieurs types d'ouvriers. Certains sont être beaucoup plus qualifiés que d'autres, se rapprochant des cadres moyens. Donc, du coup, il y a de moins en moins il n'y a plus un ouvrier spécialisé, mais il y a plein de sortes d'ouvriers différents qui font qu'ils se ressemblent de moins en moins les uns les autres. Et dans la bourgeoisie aussi, il y a une montée de l'hétérogénéité. C'est plus la vieille bourgeoisie, voilà, propriétaire, voilà, foncière avec des grands terrains qui se transmet le capital. Il y a de nouveaux bourgeois, on va dire, qui sont les héritiers de la méritocratie et de la mobilité sociale, en gros, hein, des nouveaux bourgeois grâce à l'école, grâce aux études, des professeurs d'université, des journalistes, voilà, des gens qui ne sont pas spécialement très riches, mais qui accèdent à un statut de bourgeois parce qu'ils ont fait beaucoup d'études et qu'ils accumulent beaucoup de capital culturel. Donc ça remet en cause l'homogénéité de la bourgeoisie et en fait un peu moins une classe en soi, du coup, puisque c'est plus différent, les composants qu'il y a dedans sont plus différents qu'avant. Bon, moi je vais vraiment très très vite pour pas que ce soit trop long, n'est-ce pas? Donc bon, vous lirez tout ça, c'est expliqué. Ensuite, le déclin de la conscience de classe. Donc ça, c'est pour remettre en cause justement le fait que les classes sont plus des classes pour soi, puisqu'elles n'ont plus conscience d'elles-mêmes, de leurs intérêts, elles ne connaissent même plus leurs ennemis, elles ne se battent plus vraiment contre eux pour défendre leurs intérêts. Donc là, je vais aussi très vite. Donc là, c'est comment se fait-il que les ouvriers ont moins conscience d'appartenir à la classe ouvrière? D'accord? Donc s'ils ont moins conscience, il n'y a plus de conscience ouvrière, il n'y a plus de conscience de classe, et donc ils défendent plus leurs intérêts. Donc, vous verrez que c'est aussi le fruit de stratégies volontaires de la part des patrons, n'est-ce pas? Hein, les patrons qui veulent justement que les ouvriers arrêtent de défendre leurs intérêts pour justement pouvoir moins bien les payer, en faire un peu ce qu'ils veulent. Donc il y a des stratégies officielles hein, pour essayer de tuer, on va dire, la conscience de classe. Ça, c'est très bien démontré par Luc Boltanski et Eve Chiapello. Donc je passe. Donc des exemples. Hop. Luc Boltanski, Eve Chiapello. Un petit extrait de journal qui parle de l'invisibilisation des ouvriers. Seconde explication, pourquoi est-ce que les classes sociales sont moins pertinentes? C'est parce que, en fait, voilà, il y a une montée à partir des années 80 d'une nouvelle idéologie qu'on appelle l'individualisme. Alors on va dire que l'individualisme, ça a commencé il y a beaucoup plus longtemps, il y a plusieurs siècles, hein, ce serait très long à expliquer. Mais à partir des années 80, il y a une sorte de nouvel individualisme qui veut que la lutte de classe n'est plus pertinente, hein. C'est un petit peu, on va dire, passé de mode de se battre pour des meilleures conditions de vie. Et donc, on va dire, le nouvel esprit du moment, c'est de se battre pour de meilleures conditions d'autres valeurs. Voilà, d'autres valeurs comme, voilà, vous avez des exemples, hein, la lutte pour le bien-être animal, le mariage pour tous les mouvements écologistes. Voilà, ce qu'on appelle des mouvements post-modernes, quoi. Ou des nouveaux mouvements sociaux, mais qui ne sont pas reliés à l'appartenance à une classe sociale. Donc les gens continuent à se battre, mais ils se battent pour autre chose que plus de salaire et des meilleures conditions de travail. Donc ça fait que la lutte ouvrière, évidemment, est remise en question complètement, puisque les gens se battent pour autre chose. Et évidemment, s'ils n'ont plus conscience d'être ouvriers, évidemment, ils peuvent s'attacher à combattre d'autres causes. Bon, je passe. Donc, et enfin, dernier point sur la remise en cause, c'est la fin de certaines institutions, ou le déclin de certaines institutions très importantes qui faisaient que les ouvriers, en fait, étaient très mobilisés pour défendre leurs intérêts. D'une part, c'est la fin c'est le déclin du pouvoir du Parti communiste, d'accord? Notamment avec la chute de l'URSS, vous direz ça. Le Parti communiste a beaucoup moins d'importance et beaucoup moins écouté. Et donc les ouvriers, en fait, ils oublient qu'il faut se battre pour défendre leurs intérêts. Pareil pour la CGT, hein, c'était un syndicat qui était assez présent, mais maintenant est voilà, il y a beaucoup moins de personnes syndiquées à la CGT chez les ouvriers. Donc forcément, les mobilisations, il y en a moins. Donc les ouvriers oublient de se défendre, ou n'osent pas se défendre parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi maintenant. Voilà. Donc, vous lirez tout ça également. Euh, et enfin, donc ça c'est la théorie de Mandras hein, sur la vision cosmographique de la société. Bon, je vais très très vite parce que bon, ça n'est pas d'une valeur ajoutée exceptionnelle. C'est de dire qu'en fait, il n'y a plus de classe sociale, mais les gens sont des constellations. Donc, vous voyez, bon, constellations. Et on vivrait dans une espèce de grosse classe moyenne en forme de toupie, ce qu'on appelle la toupie de Mandras. Vous voyez, c'est pas une société binaire,
c'est une société strombiloïdale, en forme de toupie. Donc où il y a des galaxies de gens, des constellations. Et il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de conflit. Voilà, tout le monde sera à peu près pareil. Donc voilà l'analyse de Mandras. Ok. Donc, ah oui, et donc les autres critères d'identification, bon bah ça vous lirez, hein, c'est sur Bernard Lahire, hein, c'est le fait que les gens parfois, dans leur identité personnelle, ne se conçoivent pas avant tout comme ouvriers, comme bourgeois, mais peuvent se voir sous un autre angle, ou alors se voir comme un mélange de plusieurs appartenances différentes. C'est un petit peu simpliste, de la vision binaire, je suis ouvrier, je suis bourgeois. On peut cumuler plusieurs critères d'appartenance différents. C'est ce que Bernard Lahire appelle l'homme pluriel. L'homme pluriel, c'est l'homme qui en fait est un millefeuille d'appartenance à différents champs sociaux, à différents groupes sociaux. Et c'est ce mélange d'appartenance qui en fait un être, on va dire, spécifique, d'accord? Un être différent des autres. Cette combinaison qui fait qu'il est différent des autres et qui construit son identité comme étant unique. Voilà. Donc j'arrête la vidéo, on reprend juste après pour donc un retour des classes sociales, ça c'est ce qu'on a fait en méthodologie de l'EC3. D'ailleurs, là ce qu'on vient de faire sur la moyennisation et la remise en cause de l'analyse de Marx par la moyennisation, c'est également un très beau sujet effectivement pour une EC3. Voilà.